Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Bien que l'hiver ne soit pas officiellement arrivé, on ressent déjà très bien la saison froide. Aujourd'hui, nous vous présentons 3 différents reportages, à commencer par une rencontre que j'ai faite avec le nouveau député d'Anse-Chauveau, M. Sylvain Lévesque. Ensuite, Rosalie s'est rendue à Stoneham où se tenait une conférence devant le public qui traitait de différents enjeux tels l'environnement. Et finalement, nous nous sommes rendus à Beauport pour voir exactement à quoi ça ressemblait une concentration de soccer en vue de celle qui sera dans l'École du Boisé en 2019. Bonne émission! Aujourd'hui, pour ce reportage de Vue d'ici, on vous présente une rencontre avec Sylvain Lévesque, donc un reportage plus politique. Il est nouvellement député dans la circonscription de Chauveau pour la coalition Avenir Québec, mais n'est pas à son premier mandat pour la CAQ. Nous parlerons donc de son passé politique, mais aussi de ce qu'il entend faire pour les prochains mois dans sa circonscription. Aujourd'hui, Sylvain Lévesque, on a la chance de vous rencontrer. Vous êtes nouvellement député d'Anse-Chauveau pour la coalition Avenir Québec. Un retour en politique parce qu'il faut mentionner que vous avez eu un premier mandat il y a de ça quelques années dans les Rivières. Parlez-nous un peu de votre profil de politicien, à qui on doit s'attendre pour les prochaines années. Bien, je pense que je suis quelqu'un, Mélissa, quelqu'un d'assez simple, facile d'approche, quelqu'un beaucoup sur le terrain. J'aime beaucoup les gens. Donc, je pense que la principale caractéristique quand on s'en va en politique, il faut bien sûr vouloir aider le monde, mais il faut aimer le monde. Donc, moi, c'est mon côté politicien, c'est ça. C'est d'aller dans les activités, d'aller à la rencontre des gens, d'être à l'écoute. Parce qu'un politicien, sa plus grande qualité, c'est pas de parler. C'est d'écouter quels sont les besoins des gens et ensuite pouvoir représenter au mieux les citoyens auprès de la machine gouvernementale, tenter de faire progresser les dossiers. Bien sûr, on n'est pas des faiseurs de miracles, personne. Là. Il n'y a pas un politicien qui peut tout changer, mais je pense qu'on peut quotidiennement faire des petites victoires pour nos gens. Monsieur Lévesque, dans les dernières années, le comté de Chauveau a été habitué aussi à une personne proche des gens, Mme Tremblay, qui représentait le Parti libéral. La transition s'est-elle bien faite? Absolument. Puis j'oserais dire que le comté de Chauveau a été privilégié au fil des ans. Autant des personnes comme Raymond Brouillette du Parti québécois, Gérard Deltel, que je salue d'ailleurs, un ami à moi, qui a été très présent. Effectivement, Véronique Tremblay, vous avez raison, que je salue également. Une transition impeccable avec Mme Tremblay. Elle m'a remis les dossiers qu'elle avait citoyens dans la circonscription. On a fait une rencontre ensemble de 3 heures. Elle a pris le temps de m'expliquer de long et en large qu'est-ce qui s'est passé ici dans le comté. Donc, j'apprécie grandement ce suivi-là. J'avais fait la même chose lorsque j'avais perdu en 2014 pour mon successeur, Patrick Huot, dans les Rivières. Puis je pense que c'est ce qu'on devrait faire en politique. On peut aussi voir une préoccupation assez importante sur l'eau. On pense à la rivière Saint-Charles, à des organismes comme l'Appel qui tentent du mieux possible de s'impliquer, les Marais du Nord. Comment vous comptez les soutenir? Eh bien, ça fait bien que vous me posez la question. Quand j'ai commencé ma campagne électorale, ma première rencontre était avec Mme de Longchamp de l'Appel. Et on a déjà eu une première rencontre députés et collègues dans le comté. Donc, c'est sûr qu'avec l'Appel, on est en mode solution. On va faire les bonnes représentations auprès des différentes instances. Vous savez que la prise d'eau, la rivière Saint-Charles, le lac Saint-Charles, c'est majeur. Ça permet à plus de 50 % de la population de Québec de s'alimenter en eau potable. C'est un joyau important de notre circonscription. On doit tout faire pour préserver cette source d'eau potable-là. On doit trouver des moyens pour s'assurer d'un développement autour du lac qui est respectueux de l'environnement, toujours en gardant l'équilibre aussi. Il y a des riverains, il y a des gens qui y habitent, qui ont des droits acquis. Il faut s'assurer que les gens soient responsables autour du lac Saint-Charles. Mais vous comprenez que c'est un enjeu majeur. On ne doit pas laisser aller le lac Saint-Charles. Il est tellement important pour la région de Québec. Durant la campagne électorale, on ne se cachera pas que l'environnement n'a pas été nécessairement mis au cœur de la plupart des discussions. Est-ce que cependant, pour la coalition Avenir Québec, je l'entends un peu dans votre discours, c'est important pour vous de prendre des mesures, je dirais même à l'échelle de la province, puis même du pays, pour peut-être améliorer justement la condition de notre planète, de l'endroit où on vit? Bien, certainement. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à l'environnement. Le Québec est quand même un modèle, soyons clairs. Là. Les problèmes d'environnement sont partout sur la planète, notamment dans les pays en développement, en fort développement économique, comme la Chine, comme l'Inde notamment. Mais le Québec doit continuer à faire sa part. Je le reconnais, la CAQ doit développer encore plus son programme en matière d'environnement. Je crois qu'on doit aider nos partenaires autour du Québec à être, disons, plus écologiques. Vous savez que le Québec, nous, on utilise quand même de l'énergie
beaucoup plus propre que nos voisins de l'Ontario et des États-Unis. Les Américains utilisent beaucoup de gaz de schiste, beaucoup de charbon encore. Les Ontariens utilisent du nucléaire, utilisent je dirais un peu moins d'énergie propre que nous. Donc, il y a une opportunité économique et environnementale pour nous d'aider nos voisins à être plus verts dans leur façon de faire. Mais vous avez entièrement raison, Mélissa, on doit, nous, au Québec, continuer à faire davantage. On est dans l'électrification des transports, qui est un projet sur de nombreuses années. On doit davantage développer du transport en commun. On doit éviter la congestion routière aussi, qui est très néfaste pour l'environnement, et favoriser l'achat de voitures électriques, ce qui est bien pour les consommateurs. On n'en est pas encore là. On a encore beaucoup d'années à utiliser le pétrole, soyons bien clairs. Mais je pense que ça prend encore là un bon équilibre entre développement économique et environnement. En continuant, est-ce que vous avez d'autres objectifs, d'autres projets? Une fois que vous avez consulté les dossiers citoyens, est-ce que vous avez des attentes pour les prochains mois? Est-ce que vous attendez à réaliser certaines choses? Certainement que je suis très, très interpellé par ce que M. Legault m'a offert, c'est-à-dire d'être adjoint parlementaire en matière d'emploi et solidarité sociale. Donc, j'aurai une opportunité en or de développer mes compétences. J'ai travaillé pendant 7 ans au sein des Carrefour Jeunesse Emploi. C'est un sujet que j'ai beaucoup à cœur, lutter contre la pauvreté, améliorer la condition de vie des plus pauvres, des plus démunis, les personnes les plus vulnérables de notre société. Ça m'interpelle énormément. De pouvoir améliorer la condition de vie des jeunes familles, ça m'intéresse, mais il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est surtout d'être proche des citoyens, des électeurs de mon comté. Ceux qui auront besoin de moi, là, mais c'est la disponibilité que je veux donner, le meilleur de moi-même. D'ailleurs, je suis entouré d'une équipe extraordinaire qui est à l'écoute des électeurs, des citoyens. Ceux qui ont des besoins, là, n'ayez jamais peur de nous appeler, de nous interpeller. On est là pour vous. Puis ça, là, je veux que ce soit très clair. Les organismes, autant les organismes que les citoyens, on est là pour eux autres. Puis il ne faut jamais oublier pourquoi on a été élus. C'est pour aider le monde. Par téléphone ou encore par courriel, mais j'ai aussi remarqué que vous étiez bien actif sur votre page Facebook. Absolument. J'espère que le maximum de citoyens de Chauveau vont s'abonner à ma page. Tapez Sylvain Lévesque, vous allez me trouver. Il y a 2 pages différentes, mais les 2 sont actives. Et bien souvent, là, bien souvent, c'est toujours moi qui réponds. Il n'y a personne qui répond à ma place. Puis le soir, je me couche un peu plus tard. Là, ma blonde m'en veut un peu, là, mais bon, j'aime ça répondre au monde directement. Puis bien souvent, je transfère après ça à mes collègues de travail, à ceux qui travaillent dans mon équipe, pour qu'ils puissent faire les suivis. Parce que bien souvent, là, les collègues font faire le premier débroussaillage du dossier. Puis par la suite, là, quand vient le moment de faire l'intervention auprès du ministre, auprès du cabinet, bien, c'est moi qui reprends le dossier à ce moment-là, quand il est bien monté, et on fait cheminer les dossiers. C'est la meilleure façon de faire. Hein? Ayez pas peur d'appeler votre député. On est là pour vous, on est là pour vous aider. Puis c'est ça notre travail. Évidemment, on n'est pas des faiseurs de miracles. Hein? On est des gens qui travaillent avec le meilleur de nos compétences. On tente d'améliorer la condition de vie de nos citoyens, mais ça arrive des dossiers, malheureusement, qu'on ne peut pas régler. Ça aussi, il faut le savoir. Il faut garder les attentes réalistes, mais il y a des petits miracles au quotidien qu'on peut faire. Puis des gens qui étaient coincés dans la machine gouvernementale. Parce que c'est compliqué, hein? Moi, je me rappelle d'un épisode d'Astérix, là. La fameuse épisode là, du laisser-passer à 38. Là. Des fois, on se sent un peu barouetté, là, à gauche, à droite, guichet 1, guichet 8, le formulaire bleu. Là. Mais c'est un peu ça, des fois, au gouvernement. Hein? Fait que notre rôle, nous, comme élus, c'est de vous orienter puis vous assurer que vous ayez tout de suite votre fameux laisser-passer à 38. C'est notre job. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous présenter, puis je vous souhaite un bon mandat. Merci beaucoup, Mélissa. Sylvain Lévesque est un homme de terrain. Vous allez assurément le croiser dans des événements organisés sur le territoire, mais aussi dans toute la circonscription de Chauveau au cours des prochains mois. Si vous avez des demandes, des informations à avoir auprès de lui, n'hésitez pas à le contacter par courriel ou encore en vous rendant sur sa page Facebook où il se montre bien disponible. L'Association de la circonscription de Portneuf et Jacques-Cartier a organisé une conférence publique qui se donne à l'Hôtel de Ville de Stoneham-Métis-Bury pour répondre aux questions des citoyens concernant les enjeux environnementaux et les enjeux socio-économiques de la Couronne-Nord de Québec. Notamment, le maire de Lac-Beauport et le maire de Stoneham-Métis-Bury seront présents pour en discuter. Monsieur Bergeron, vous êtes à l'organisation de la soirée de ce soir. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Ah ben voici, bien sûr. Alors, je suis présentement
le président de l'Association de circonscription libérale fédérale de Portneuf-Jacques-Cartier. Donc, qui est un district politique, comme on dit en anglais, un riding. Et puis, en fait, le but de l'exercice était très simple, c'est de réunir des citoyens sur des enjeux qu'ils vivent au quotidien. Le Parti libéral du Canada, par sa circonscription, est rien d'autre qu'un organisateur d'événements. Mais on n'est pas aujourd'hui pour conduire les messages ou formuler des recommandations. Le but de l'exercice, c'est de réunir les dirigeants de la place, soit les deux maires. Et on aura avec nous Joël Lightbound, qui est député fédéral de Louis-Hébert également. Et on va entendre ces gens-là sur leur vision de développement socio-économique à l'échelle de la région ou encore de la Couronne-Nord. Et on va les entendre également sur les questions environnementales de la même façon. Et on a travaillé avec eux pour voir quels étaient leurs intérêts dans les deux sujets. Puis c'est bien clair que le bassin de la Couronne-Nord, par sa situation géographique, la présence des lacs et rivières, la fonction du lac Saint-Charles comme étant le réservoir d'eau potable de la ville de Québec, joue un rôle extrêmement important en qualité environnementale. Et puis, ça pousse l'idée que lorsqu'on occupe le territoire par des résidences, par des routes, par des équipements récréatifs de toutes sortes, bien, on a un impact qui est direct ou indirect, mais on a aussi beaucoup d'attributs puis de bénéfices à occuper notre territoire. Parce que c'est probablement un des endroits au Canada, en bordure ou en périphérie d'une grande ville, où la qualité de vie est la plus élevée. Alors, qualité de vie élevée, ça veut dire préserver son milieu de vie, investir dans les bonnes choses, puis préserver son environnement. Monsieur Lightbound, vous êtes le député de Louis-Hébert. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre rôle? Je pense que mon objectif ce soir, c'est de venir écouter les préoccupations des élus et des citoyens des municipalités de la Couronne-Nord de Québec. Puis, comment est-ce que des fois les politiques du fédéral peuvent s'arrimer avec la réalité des citoyens dans leur communauté, dans leur ville? Pouvez-vous me dire un petit peu ce que vous pensez justement des enjeux desquels on parle aujourd'hui, les enjeux socio-économiques, les enjeux environnementaux? Bien, quand on parle de la protection de l'environnement, le transport en commun, les investissements en infrastructure aussi que le fédéral fait, par exemple, pour les systèmes de traitement des eaux usées, c'est des enjeux qui, d'une ville à l'autre, ont un impact important. Et notre gouvernement investit beaucoup en infrastructure dans les grandes et dans les moins grandes communautés, dans les moins grandes municipalités. Puis je veux voir quel est l'impact de ces investissements-là, comment est-ce que ça pourrait être des fois mieux dirigé. Donc, c'est vraiment en mode écoute que je me retrouve ici ce soir. Ce soir, on parle principalement de la Couronne-Nord de Québec qui regroupe plusieurs villes qui sont peut-être un peu plus petites. Selon vous, est-ce qu'il y a une différence pour ces enjeux-là, soit socio-économiques ou environnementales, avec les villes qui seraient plus grandes un petit peu? Bien, c'est sûr que, par exemple, la dépendance sur notre voiture, quand on est dans une plus petite ville où il n'y a pas nécessairement le même genre de service en transport en commun, c'est pas la même chose que quand tu es au centre-ville d'une grande ville. Donc, il faut s'adapter, je pense, à ces réalités-là, puis voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions qui sont bien adaptées au milieu de vie des gens. Donc, je pense que c'est là où on a beaucoup à apprendre. Et moi, étant député de Louis-Hébert, c'est 5 fois Cédric Cap-Rouge, ça me sort de mon milieu traditionnel là, pour venir entendre vraiment sur le terrain qu'est-ce que les gens ont à dire. Monsieur Beaulieu, vous êtes le maire de Lac-Beauport. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qui se passe ce soir aujourd'hui? Bien, écoutez, on a été invités ici, nous autres, ce soir, par le Parti libéral du Canada. C'est un plaisir d'être là. On accepte les invitations un peu partout, vous savez. On aime toujours ça, parler de nos enjeux socio-économiques, environnementaux, et surtout faire savoir aux politiciens qui seront en élection prochainement peut-être nos revendications et tout ça. Mais écoutez, c'est un plaisir d'être là. Pouvez-vous justement nous parler un petit peu de ces enjeux-là qui vont être discutés ce soir? Bien, écoutez, quand on est au niveau fédéral, comme ce soir, c'est des enjeux différents. Évidemment, pour nous, le transport collectif est un enjeu important pour tout notre développement socio-économique, mais c'est un enjeu qui est aussi très provincial dans les décisions. Par contre, quand on parle de programmes fédéraux, là, pour nous, évidemment, là, c'est les enjeux du programme d'infrastructure canadien là, qui nous permettent tant de belles subventions pour réaliser nos projets d'infrastructure. Monsieur Lebel, vous êtes le maire de Stoneham. À quel point c'était important pour vous d'être là ce soir? Bien, écoutez, chaque fois qu'on a l'occasion de livrer un message public, je pense que les maires ont un devoir de le faire. Ici, c'est une assemblée pour le Parti libéral. Et il va sans dire que moi, je n'ai pas de couleur politique lorsque je représente les citoyens de Stoneham. Mais je représente quand même les citoyens de Stoneham et c'est la seule couleur politique que je porte.
Vous nous avez mentionné là, que ce soir, c'est fédéral. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus en profondeur de la soirée de ce soir? Bien, on nous a donné quand même un carnet de commandes à M. Beaulieu ainsi qu'à moi. Et je vous avoue que je vais effleurer tous les sujets qui nous ont été proposés. Puis, je pense que mon intervention va être à une forte teneur environnementale, car Stoneham est souvent pointé du doigt comme les grands pollueurs régionaux. Alors, je vais tenter de vous prouver que c'est tout à fait pas le cas. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus précisément des enjeux qui vont être mentionnés ce soir? Non, parce que je vendrais mon punch. Non, je blague. On va parler certainement de la façon dont on traite les eaux usées, la façon dont on traite les développements. Alors, comment on fait pour retenir les sédiments, comment on s'y prend pour entretenir nos chemins d'hiver, parce que les selles de déglaçage, on le sait, là, la saison vient de commencer. Alors, c'est réellement un enjeu. Alors, je pense que vous vous ennuierez pas. En tant que citoyen, et selon vous, qu'est-ce que vous faites et selon vous, qu'est-ce que les citoyens devraient faire par rapport à ces enjeux-là? Bien, je crois que c'est d'insister auprès du gouvernement et être accueillant. Et je pense qu'on dit ça un peu partout. Et malheureusement, le taux de natalité au Québec n'est pas en augmentation. Donc, si on veut être en mesure d'avoir une main-d'œuvre, il va falloir aller du côté de l'immigration. Ce que les gens ont tendance à oublier, nous sommes tous des immigrants. Nous avons arrivé ici en 1534 et par la suite. Donc, nous sommes tous des immigrants. Alors, lorsque nous parlons d'un sujet de même, l'année où nous sommes arrivés n'a plus d'incidence. Alors, il faudrait réfléchir de cette façon-là et d'être accueillant pour les gens. À quel point vous trouvez, en tant que citoyen, que c'est important d'être informé par rapport à la politique ou à notre municipalité? Souvent, on est mis devant les faits, puis après ça, il faut réagir. Fait que lorsqu'on s'informe en amont, on est capable, après ça, de mieux participer au débat. On comprend mieux pourquoi certaines décisions politiques sont prises. On comprend sur quelle base sont prises. On a une meilleure idée pourquoi on s'oppose ou qu'est-ce qui fait qu'on est d'accord, plutôt que de monter aux barricades pour rien après coup, alors qu'on ne s'est pas impliqué du tout dans le processus. À quel point vous trouvez important qu'il y ait des conférences comme celle de ce soir dans la communauté? C'est rapprocher les citoyens de son gouvernement. C'est là qu'on voit la force d'un gouvernement. Un gouvernement est fort quand ses citoyennes ils ont la possibilité de participer, comme on fait ce soir. Pour obtenir plus d'informations concernant les activités des associations de vos circonscriptions, vous pouvez vous rendre au événement.libéral.ca. Aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur du territoire pour vous présenter un aperçu de la concentration soccer qui sera offerte pour l'année scolaire 2019-2020 à l'École du Boisé. Nous allons rencontrer la directrice de l'établissement, mais aussi le coordonnateur des différentes concentrations sportives. Madame Guilbeault, aujourd'hui, on est dans votre école. Vous êtes la directrice de cette école qui accueille 4 concentrations, particulièrement celle que nous aurons à l'École du Boisé prochainement, la concentration soccer. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment ça fonctionne une école avec des concentrations au niveau primaire, comment vous ajustez le temps et tout ça? Bien, en fait, nous, ce qu'on a ici qui est positif, c'est qu'on ne touche pas à la grille matière. Fait que pour les élèves, la concentration ne touche pas aux périodes de français ni aux périodes de mathématiques. On a 2 groupes de soccer ici. Donc, on a des élèves qui pratiquent le soccer le matin, de 10 h, je vous dirais, jusqu'à 11 h 30. Puis d'autres élèves sont sur les journées impaires du cycle, sont en après-midi, soit, je vous dirais, à peu près 13 h 20 jusqu'à la fin des classes. D'avoir des concentrations, de pouvoir évoluer dans un sport comme le soccer ou encore le judo, le basketball, la natation, les autres concentrations que vous avez ici, est-ce que ça favorise l'apprentissage au niveau de vos élèves? Bien, c'est sûr que ça a une incidence sur la motivation. Donc, les enfants s'engagent davantage dans la réussite scolaire. Puis ça développe un sentiment d'appartenance à l'école. Pour vos titulaires, est-ce que c'est agréable d'avoir une classe comme celle-ci ou ça demande une bonne adaptation justement pour pouvoir mieux leur apprendre ou encore mieux comprendre leurs besoins, peut-être vu qu'ils bougent davantage? Bien, en fait, le fait qu'ils vont faire du sport lorsqu'ils arrivent en classe sont plus disponibles, plus disposés au niveau des apprentissages. Comme je vous le mentionnais, au niveau des heures, il n'y a rien qui est changé, juste l'heure du dîner qui est raccourcie. Donc, les enfants travaillent, font ce qu'ils ont à faire au niveau pédagogique. Il n'y a pas de différence majeure, du moins pour la façon dont est bâtie
partie de notre concentration aussi. Pourquoi Vincent Cournoyer est un bon coordonnateur, selon vous, pour vos concentrations sportives? Bien, Vincent Cournoyer, c'est un emblème au niveau du sport du soccer. Hein? Il a une grande expertise. Il a joué pour le Rouge et Or. Il coach au niveau de Garneau les filles dans la Division 1. Donc, il a une belle vision puis il connaît énormément ce sport-là. Il a de très bons contacts. Alors, c'est un coordonnateur d'expérience qui prend ça, qui prend tout le lead de la coordination des concentrations. Je trouvais ça intéressant. Tout à l'heure, on discutait de ce que ça incluait, l'inscription et le coût. Qu'est-ce que vous mettez justement dans le deal d'inscrire quelqu'un à la concentration? Est-ce que ça inclut les vêtements? Ça inclut les vêtements, ça inclut le transport, aussi la somme pour les associations ou encore pour les tournois. Mais oui, au niveau des vêtements, si je parle pour nous, ici au bâtiment du parc, on a les jambières, on a les shorts, on a le T-shirt qui est en lien avec notre concentration, notre logo et notre couleur également. Est-ce que vous remarquez un sentiment de fierté et d'appartenance chez vos élèves, vous, en tant que directrice? Oui, surtout quand ils sortent à l'extérieur à des tournois, ça solidifie les relations entre les élèves. Il y a aussi une certaine compétition saine qui vient avec ça, mais ça développe la motivation puis le sentiment d'appartenance à l'école, assurément. Vincent Cournoyer, vous êtes le responsable, le coordonnateur, en fait, des concentrations sportives ici à Beauport et éventuellement, vous allez aider pour l'École du Boisé. Parlez-moi de votre expérience, vous, en tant qu'athlète dans le soccer. Je sais que vous vous démarquez pas mal. Oui, j'ai la chance. J'étais gardien de but au soccer, donc j'ai eu la chance quand même de vivre des belles expériences enrichissantes au niveau du soccer. J'ai réussi à 18 ans à m'exporter en Belgique. Donc, j'ai joué pendant presque 2 saisons avec une équipe qui était en première division à Moucron, proche de la frontière française. Après ça, je suis revenu avec l'Impact de Montréal pendant une saison et demie. Après ça, j'ai décidé de faire un retour aux études. Donc, j'ai eu la chance de jouer pendant 5 ans avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Puis après ma carrière, je voulais rester dans le monde du sport. Donc, j'ai étudié pour être éducateur physique et je suis maintenant entraîneur-chef du Cégep Garneau. Par tout ton bagage, est-ce que tu crois que c'est essentiel pour bien performer, apprendre à aimer le sport, de commencer à un si jeune âge et aussi de pouvoir l'intégrer dans une concentration durant nos études? Bien, nous, le but premier de notre programme, oui, c'est tant mieux si les enfants ils vont vers des programmes sport-études, vers l'Académie de l'Impact, vers les équipes du Québec. Mais notre but premier, c'est qu'ils aient un diplôme à la fin de leur secondaire 5. Donc, notre but premier, la mission, c'est vraiment de les motiver à venir à l'école. Puis je pense qu'on réussit bien avec nos programmes sportifs depuis 5 ans. Là. Comment vous faites la gestion entre apprendre, avoir du plaisir, avoir sa concentration? Est-ce que ça facilite leur apprentissage? Bien oui, parce que souvent, on sait qu'à l'école moderne 2018, surtout chez les jeunes garçons, des fois, c'est difficile d'aller à l'école. Donc, on reçoit bien de beaux témoignages des parents maintenant que c'est les enfants qui réveillent les parents le matin pour aller à l'école, parce que les jeunes ont vraiment le goût d'aller à notre école. Ils ont leur sentiment d'appartenance aussi au nom des Spartiates de l'école. Donc, ça, on a beaucoup travaillé sur ce dossier-là des dernières années. On pense que c'est vraiment un plus pour nos jeunes. Là. Quel genre de compétition ils vont faire ou encore à quel type de tournoi vont-ils participer? Est-ce qu'il faut avoir une base en soccer pour finalement intégrer une concentration comme celle-ci? Au niveau des compétitions, je dirais qu'on en fait 3 par année. Il y a un gros tournoi qu'on fait à Saint-Hyacinthe au début décembre, qui est un gros tournoi qui ressemble à une 80 écoles de toute la province de Québec. Ça va être un bel événement. C'est un peu leur petite Coupe du Monde là, qu'on va vivre. On dort avec les enfants pendant la fin de semaine. C'est super intéressant pour eux. Puis au niveau des enfants, au niveau soccer, on fait très attention à ça aussi. Ils sont jeunes, on les prend à partir de la 3e année. C'est des enfants qui ont 9 ans. On ne veut pas pénaliser un enfant peut-être qui a moins d'expérience, qui est plus débutant. On veut qu'il vive son rêve, on veut qu'il vive sa passion à l'école. Donc, au niveau soccer, ici à l'École du Parc, on est chanceux, on a 2 groupes de travail. Donc, on peut faire des groupes un peu plus homogènes. On a le groupe plus débutant, puis on a un groupe plus avancé, on va dire. Justement, jusqu'au mois de décembre, vous êtes en période d'inscription. Les jeunes qui voudraient participer ou encore les parents qui voudraient avoir des informations, comment ils procèdent? Ils peuvent appeler directement au secrétariat de l'école du Boisé 1, parce que la concentration va se vivre dans le bâtiment du Boisé 1. On a 2 écoles. C'est une école qui est neuve aussi, qui vient d'être construite. On a de la place pour recevoir un beau gymnase aussi qui vient d'être construit. Vous pouvez contacter l'école ou me contacter directement moi pour avoir plus d'informations. C'est le 7 décembre, la date limite pour s'inscrire pour l'an prochain. À ton avis, quel est le plus bel avantage d'avoir des concentrations sportives dans les écoles? C'est comme une école dans une école, ça crée une belle ambiance aussi. Les enfants sont fiers de venir chez nous. Puis nous, on leur vend ça comme quoi c'est un privilège. Donc, au niveau des notes, il faut que ça suive. Au niveau du comportement, surtout. Donc, on le voit vraiment que les enfants font un effort pour pouvoir, après ça, vivre leur concentration. Donc, ça nous permet d'avoir une belle ambiance dans l'école.
Alex, c'est le capitaine de ton équipe. Est-ce que c'est la première année que tu es dans la concentration? Non, ça va faire 3 ans. Est-ce que ça te permet d'être plus concentré en classe, tu penses? Oui, ça m'aide beaucoup. Un jour sur 2, on peut aller se défouler en soccer. Ça fait du bien. Maëlie, tu es dans ta 2e année de la concentration soccer. Pourquoi tu as choisi de faire ce sport-là? Parce que j'en faisais depuis que j'étais en maternelle, puis je trouve que c'est un beau sport d'équipe. Est-ce que ça te permet d'être plus concentré en classe? Oui, parce qu'on veut travailler plus fort pour avoir plus de notes, vu qu'on a moins de temps que les autres. Qu'est-ce que tu aimes le plus de faire du sport durant l'école? Comme ça nous prend un temps de pause pour se dépenser, puis après être plus concentré, peut-être. Puis moi, j'aime beaucoup bouger, fait que ça m'aide dans mes notes. Émilie, pourquoi tu as choisi la concentration soccer? Parce que c'est mon sport que je fais depuis longtemps, puis j'aime vraiment ça, l'idée de mélanger soccer et école. Est-ce que ça te permet d'être plus concentré justement dans les heures de cours? Oui, parce que, tu sais, à mon ancienne école, c'était juste régulier, puis ça me permet de me dépenser l'après-midi. Mettons, quand je suis tannée de tout être faire des matières d'école, je me dépense en faisant du soccer. Si vous ou encore votre enfant est intéressé à avoir plus d'informations sur la concentration soccer qui sera offerte à l'École du Boisé, vous avez qu'à appeler au secrétariat où on vous donnera tous les détails. Sachez aussi que la période d'inscription est présentement en cours pour la prochaine année. Merci beaucoup d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine. Allez vous abonner en très grand nombre à notre chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver non seulement Vue d'ici, mais aussi les autres émissions de la chaîne de CCAP.tv. Elles sont aussi disponibles sur notre site web, le www.ccap.tv. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.